Côte d'Ivoire, rumeur de viande et poissons contaminés sur les réseaux sociaux. La direction des services vétérinaires rassure les populations. Enfin, célébration hier dans le pays de la Nuit du Destin 2018, un moment durant lequel le Saint-Coran a été révélé au prophète Mahomet. Bienvenue, bonsoir à tous. L'inspection vétérinaire n'est pas fermée, les différents abattoirs restent ouverts au grand public. C'est ce qui ressort de la communication faite par la direction des services vétérinaires. Il s'agit pour cette structure de rassurer les populations ivoiriennes car une récente rumeur sur les réseaux sociaux a fait cas d'une intoxication par ingestion de viande et poissons. Les services vétérinaires vont même plus loin. Des contrôles seront faits du 11 au 13 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national. Objectif, s'assurer de l'hygiène et de la sécurité des aliments. Les explications de Sylvie Touré. 10h30, débarcadère Mohamed VI de Lokodjoro dans la commune d'Atekoubé. Ce n'est pas l'affluence des jours ordinaires, normal. À 7 heures de la journée, les activités sont au ralenti. Mais un seul sujet retient l'attention, la grève annoncée de certains agents du ministère des Ressources animales et halieutiques au lendemain de la Nuit du Destin. Mais de grève, il n'en est rien. Et pour cause, les activités battent leur plein. Du découpage des poissons au séchoir, en passant par le magasin de vente de sel, utilisé pour la conservation de la marée, l'on est à la tâche. On a eu la visite de certains agents du MIRA qui nous avaient dit qu'ils sont en grève. Effectivement, nous avons discuté avec eux, on les a raisonnés et ils ont compris un peu notre démarche à nous. Et c'est la raison pour laquelle vous constatez vous-même que le débarcadère fonctionne bel et bien. Autre lieu, autre décor, l'abattoir de Port-Boué, toujours à Abidjan, grouille de monde. Les camions remplis de bétail sont alignés en file indienne et attendent d'être déchargés. Les étalages des bouchers sont garnis et les clients présents. Nous sommes à l'abattoir de Port-Boué, qui est le plus gros abattoir de la Côte d'Ivoire. Nous abattons en moyenne 400 bovins chaque jour. Hier soir, nous avons eu ce même abattage que nous avons même dépassé. Nous avons abattu 430 bovins. Les services vétérinaires ont assuré l'inspection, comme d'habitude, en antémortem et en post-mortem. Donc l'inspection s'est très bien déroulée. Pour le ministère des Ressources animales et halieutiques, les populations ne doivent pas s'inquiéter de la qualité de la viande et du poisson sur les marchés. Les marchés seront bel et bien fournis en viande et en denrées animales et d'origine animale. Nous venons de faire une tournée tout à l'heure et on a vu que le marché d'Abidjan déjà est vraiment fourni. Au niveau de l'intérieur du pays, vous avez les abattages qui sont faits comme d'habitude et la plupart des directions des villes ont eu plus d'abattages en prélude même au fait que d'habitude. On tient vraiment à rassurer la population ivoirienne. Les grévistes de leur côté ont égrené un chapelet de revendications que l'on peut lire sur les écriteaux. Selon le président de leur collectif, cela fait plus d'une décennie que le problème perdure et ne semble pas connaître un début de solution. Nous revendiquons 3 points. Nous avons d'abord les indemnités des risques. Deuxième point, nous avons les primes d'incitation que nous demandons. Et nous demandons un décret pour officialiser la tenue de nos camarades halieutes. Voici donc les 3 revendications posées sur la table du ministre depuis le 24 mai. En attendant un accord entre les grévistes et leur tutelle, le dialogue reste ouvert avec l'intérêt d'offrir des produits de qualité au grand bonheur des consommateurs. Autre actualité nationale, top départ pour les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle 2018. Les 400 326 élèves en classe de 3e seront évalués demain, mardi 12 juin, et cela dans tout le pays. Le point avec Dangui Dangui. Sur la ligne de départ, 400 326 candidats, dont 179 929 filles et 220 397 garçons. Après les épreuves physiques en avril dernier, puis l'oral, place aux épreuves écrites. Elles démarrent ce mardi 12 juin pour prendre fin jeudi ou vendredi prochain. Comme les années passées, le ministre met l'accent sur la lutte contre la tricherie. Zéro tolérance, a averti la ministre Kandia Camara au lancement des examens à grand tirage. Les téléphones portables sont formellement interdits. Ce sont près de 800 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire investit chaque année dans l'éducation nationale, selon les autorités.
pour relever le niveau de l'enseignement. L'an dernier, le taux de réussite au BEPC était de 60,08% contre 59,11% en 2016. Les résultats de la session 2018 sont prévus pour le 3 juillet 2018. On poursuit avec la veillée religieuse hier en commémoration de la Nuit du Destin. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody. Thème retenu, le Ramadan, mois béni de repentance, pardon et de crainte d'Allah. Les explications de Noussangari. Nuit d'adoration et de louange, la nuit du destin ou Laylatul Qadr est la nuit où le Saint-Coran fut relevé au prophète de l'islam, Muhammad. Un acte d'adoration fait dans cette nuit-là, c'est comme si tu as adoré Dieu 1000 mois. Quand tu poses un acte dans cette nuit, c'est comme tu as posé l'acte pendant 1000 mois. Donc 1000 mois, comme on le sait, ça fait 83 ans et 4 mois. Donc 83 ans d'adoration et 4 mois, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc quand Dieu te donne cette nuit, il faut savoir que c'est une grâce que Dieu vient te faire. Le prophète même a cherché la nuit de destinée. Durant sa vie, il a eu ça une fois. Ange Gabriel est venu vers lui. Il dit, Mohammed, c'est maintenant que tu cherches. Ce que tu cherches, c'est maintenant que c'est venu une fois dans ta vie. Donc c'est pour ça que nous appelons les musulmans partout dans le monde entier de se regrouper dans les prêches. Pour bénéficier des mérites de cette nuit, les fidèles musulmans ont pris d'assaut les différents lieux de prêche. Parmi eux, des enfants. La nuit du destin est une nuit sainte. C'est une nuit où il y a beaucoup de mérites. C'est pourquoi nous sommes venus prier ici. La paix, la tolérance et la crainte d'Allah, des thèmes développés par les guides religieux. Nous prions beaucoup pour que Dieu puisse exaucer nos vœux, mais notamment à l'endroit de nos enfants. Nos enfants aujourd'hui, qui sont vraiment une jeunesse pratiquement en déperdition, nous prions vraiment pour que cette jeunesse-là puisse rentrer dans le droit chemin et se ressaisir. Mais on prie également à l'endroit de nos doyens, nos anciens, pour qu'ils puissent demeurer encore auprès de nous, pour qu'on puisse profiter de leurs conseils au maximum. On demande de se repentir. Vraiment, chacun n'a qu'à se repentir vers Allah, pour que Dieu aussi nous pardonne. Cette nuit est très importante, mais ce qui est plus important, c'est de désarmer les cœurs. À la mosquée Al-Moubarak d'Abobo Anador, les fidèles sont restés dans le recueillement. Le musulman doit savoir que le mois de Ramadan, c'est une renaissance. C'est-à-dire au sortir du mois de Ramadan, il faut être un musulman nouveau. Tout ce que nous avons laissé, tout ce que nous avons banni avant ce mois de Ramadan, nous ne devons pas retomber dans ces mêmes travers après le mois de Ramadan. La nuit de la destinée, ou Laylatul Qadr, est une nuit de partage et de solidarité. Occasion pour certains d'offrir des présents aux guides religieux. Cantiques religieux et lectures coraniques ont également marqué cette célébration de la nuit du destin. Un drame hier dans la commune d'Adjamé. Un incendie s'est déclaré dans le quartier Paillé. Aucune perte en vie humaine, mais plusieurs constructions en planches parties en fumée. Les explications de Noussangari et Ami Koulibaly. Scène de désolation à la cité Paillé, quartier millionnaire dans la commune d'Adjamé après le passage des flammes dimanche soir. Ses habitants n'ont plus de maison, le feu a tout ravagé selon cette victime. On était juste à côté quand ça a commencé, on ne savait pas comment faire. On était obligé de faire sortir les affaires au dehors. On est sans abri, on a tout perdu. On va se débrouiller. Une fuite de gaz serait à l'origine de l'incendie dans ce quartier où toutes les maisons étaient construites en bois. La femme était en train de se griller poisson. Quand elle grille poisson là, quand ça a pété, quand ça a sauté maintenant là, effectivement ça a commencé à prendre. Voilà, donc ça s'est enflammé, ça a pris les autres baracalés. On a fait un effort, on a pris l'eau et le sable, tout ça la poutine. Les soldats du feu sont venus à bout de l'incendie après 1 heure de lutte avec les flammes. Ces baraques étaient à proximité d'immeubles. Donc, il y avait un risque au départ pour les immeubles avoisinants. Donc, nous avons pu enrayer ce risque de propagation et ensuite procéder à l'extinction totale du foyer. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer.
Hors de chez nous, démission au sein du gouvernement sénégalais. Le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, a rendu hier son tablier après avoir été cité dans un scandale financier alors qu'il dirigeait en 2014 le département de la jeunesse. En Afrique du Sud, l'activité des mineurs illégaux désormais légalisée. Il s'agit pour les autorités sud-africaines de freiner l'exploitation illégale des ressources minières, le pays tirant 5% de ses revenus de ce secteur. À 77 ans, elle affiche sans peur le travail qu'elle exerce. Un travail pourtant illégal en Afrique du Sud. Clara Metz est Nzaba Nzamba, c'est-à-dire mineuse clandestine de diamants, une activité qui lui a déjà valu des arrestations. Pourquoi j'aurais peur? Cette terre appartient aux Noirs. Je ne peux pas avoir peur. J'ai voté pour Mandela. Aujourd'hui, elle peut librement exercer son activité. Le gouvernement sud-africain l'a légalisée. À Kimberley, la capitale sud-africaine du diamant, ils sont plus de 800 mineurs dans la même situation que Clara. Leur détermination paye aujourd'hui. Cette autorisation leur permettra de travailler sur un terrain de 55 hectares appartenant à des entreprises minières. Je pense qu'il était grand temps, oui. C'est quelque chose qu'on avait toujours eu en tête et il fallait que cela arrive un jour. Cette nouvelle loi vient changer la vie de ces personnes. Quand on leur a distribué les permis, on pouvait voir des étoiles dans leurs yeux. Ces autorisations de vendre des diamants apportent un vrai changement dans la vie de ces gens. Et c'est pour cela qu'on est aussi enthousiaste. Obtenir ces permis, ça a été miraculeux pour nous. On est tous très heureux. Ces autorisations nous ont offert des opportunités qui nous étaient interdites avant et ça nous a donné confiance en nous. Les Nzaba Nzama sortent désormais de l'ombre et leur quotidien va s'améliorer. Enfin, 25 millions de cas confirmés et plus de 10 000 morts dans le monde. La grippe A/H1N1 prend de l'ampleur. Et pour faire face à cette situation, l'Organisation mondiale de la santé déclare l'état de pandémie mondiale le 11 juin 2009. Les explications de Ami Koulibaly. Le niveau 6 d'alerte, niveau maximum, a été fixé le 11 juin 2009 par l'OMS, moins de 3 mois après l'apparition du virus A/H1N1. Près de 28 000 personnes ont été contaminées dans 74 pays et 144 autres ont perdu la vie. La veille, le numéro 2 de l'OMS, le docteur Keiji Fukuda, avait préparé le terrain en indiquant que la pandémie mondiale avait été frôlée de justesse. La directrice de l'OMS, Margaret Chan, avait convié en urgence pour une téléconférence les ministres de la Santé des 8 pays les plus affectés, États-Unis, Mexique, Canada, Chili, Australie, Royaume-Uni, Japon, Costa Rica. Objectif, tenter de voir s'ils avaient des preuves incontestables de transmission locale. L'Australie, 5e pays le plus touché au monde avec 1263 cas. Le docteur Fukuda a admis l'existence d'une transmission locale du virus d'origine porcine, aviaire et humaine dans l'État australien de Victoria. 108 personnes sont mortes au Mexique, 27 aux États-Unis, 4 au Canada, 2 au Chili, 1 au Costa Rica, 1 en République dominicaine et 1 le 10 juin 2009 en Colombie. D'autres pays dans le reste du monde sont directement touchés. Au Japon, 485 cas. En mai, des consignes sévères ont été appliquées. Contrôle strict aux frontières, campagne de sensibilisation nationale, mais aussi écoles ou lycées fermés. Un peu plus au sud, sur le territoire de Hong Kong, les mesures de protection et d'information ont été très vite mises en place. Un hôtel entier a été placé en quarantaine lorsqu'un touriste y résidait après un séjour au Mexique. Caméras thermiques et masques pour les personnels des aéroports. Formulaire à remplir pour tous les passagers arrivant sur place avec leur nom et l'hôtel où ils allaient résider afin de les tracer rapidement. Affiches énormes dans tous les transports en commun. Boutons d'ascenseur ou de distributeurs de billets plastifiés et nettoyés toutes les 2 heures. Retrait de l'eau bénite des églises où la communion se donnait désormais avec des gants et des masques. Le jeudi 11 juin 2009, à la suite de la contamination de 12 élèves, les autorités de Hong Kong ont imposé la fermeture des écoles primaires et des crèches pendant 2 semaines.
En Europe, le Royaume-Uni fait état de 666 cas, soit plus de 109 malades depuis le mardi 9 juin 2009 et l'Espagne de 331, plus de 40 cas depuis mardi, mais aucune victime n'est encore à déplorer. La Commission européenne a prôné une stratégie commune de vaccination pour définir des populations à traiter prioritairement. 7 pays d'Europe ont préacheté des vaccins, dont la France et les Pays-Bas, tandis que des négociations étaient en cours dans 9 autres pays. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur RTI2.